Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Marharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Les réseaux sociaux, la page YouTube. Vous allez pouvoir revoir tranquillement vos programmes quand vous le souhaitez. El Marharibiya, vous le savez, au cœur de l'actualité, mais aussi qui se pose souvent les questions que les autres ne posent pas, les questions qui fâchent, en tout cas les questions qui intéressent le peuple, qui intéressent les Algériens et les Algériennes, notamment lorsqu'il s'agit de leur le denier public. On parle d'argent ce soir avec cette loi de finances, comme elle tombe chaque année. Eh bien, depuis plusieurs années, le pouvoir algérien donc alloue une somme colossale de budget en ce qui concerne l'armée. Le ministère de la Défense nationale reçoit la part du lion du budget général. Donc, un projet de loi donc qui prévoit d'allouer la somme de 21,6 milliards de dollars à la défense, garante de la sécurité nationale. Alors malgré une légère réduction, puisque l'année dernière il s'agissait de 23 milliards, mais aujourd'hui beaucoup de questions se posent autour de ces 21,6 milliards de dollars. C'est des questions qu'on va se poser. Budget le plus important des armées du continent africain, devançant donc l'Égypte et le Maroc, selon notamment un rapport de Global Firepower. Alors, objectif annoncé, on va en parler avec nos invités, annoncé notamment par la politique du pouvoir actuel, puisque vous le savez que lorsque un pouvoir arrive en tête, il dispatche son argent en fonction de ses priorités. Une question qui se pose aussi ici, est-ce que ces 21,6 milliards, ce n'est pas aussi peut-être le budget du tout sécuritaire? Donc, objectif et raison annoncée pour un tel budget par le pouvoir, l'engagement national à garantir, je vous le disais, la sécurité nationale, la modernisation de l'arsenal militaire, nous dit-on, et l'acquisition de systèmes modernes de défense. Alors derrière ça, nous allons nous poser nos questions ce soir. D'énormes sommes d'argent sont dépensées selon les experts militaires pour l'acquisition notamment de ces armes qui ne sont souvent pas utilisées, achats annuels d'armes qui sont stockées jusqu'à ce qu'elles deviennent malheureusement obsolètes, quasiment impossibles et qui n'ont jamais notamment servi. Une grande question que nous posons ici souvent, et ce qui peut être la clé de la démocratie, c'est le contrôle, la transparence, le regard de l'Assemblée, du politique, le regard du peuple tout simplement, qui a le droit de savoir où va cet argent, notamment lorsqu'il s'agit d'une grosse somme comme celle-ci, pas loin de 22 milliards de dollars pour le budget. Donc on va essayer de savoir quel droit de regard donc au niveau des institutions, notamment politiques, en tout cas ce qu'il en reste, puisque malheureusement en Algérie, on n'entend pas souvent le Parlement s'exprimer, réagir, critiquer aussi chaque année. Le ministère qui ne fournit pas de données aux institutions aussi de contrôle, ça c'est une question qui reste importante. Un budget du ministère de la Défense qui n'est pas soumis à ce contrôle, malgré, et oui, le procès de plusieurs généraux accusés, qui sont derrière les barreaux aujourd'hui, accusés de corruption. Donc l'immunité dont jouit le ministère de la Défense sous prétexte de secret, n'en fait-il pas, et c'est une question que nous posons ce soir, n'en fait-il pas un nid à élevage de corruption? Plusieurs questions qui se posent, notamment d'abord les priorités avec nos invités, les priorités des Algériens aujourd'hui, où beaucoup d'invités parlent de ce manque d'espoir, un pays où il n'y a plus d'espoir, d'espérance, une jeunesse qui coûte que coûte a envie de quitter le pays. Donc est-ce que réellement cet argent est une priorité pour le quotidien des Algériens, où on pourrait certainement construire des hôpitaux, des écoles, des routes, des transports? Voilà, on va essayer de faire un rapprochement avec les autres secteurs, notamment celui de la santé, du pouvoir d'achat ou de l'éducation, entre autres. Et puis un pouvoir algérien, pourquoi chaque année il s'entête coûte que coûte à allouer un budget aussi important à la défense, un pays qui n'est pas en guerre. On se souvient la semaine dernière, on en parlait mardi dernier avec la sortie d'El Khabar et ses accusations, notamment contre les Émirats arabes unis. Est-ce que derrière ces annonces notamment, est-ce que le pouvoir algérien ne tente pas de faire passer la pilule de cette grosse somme d'argent, notamment en instrumentalisant l'ennemi extérieur, une sensation d'insécurité à créer et à admettre au peuple algérien? Avec nous pour en parler, le plaisir de le recevoir, docteur, médecin, militant politique de longue date, docteur Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Bonsoir, c'est Chaban. Salam alaikum à toute l'équipe de Marharibiya et toutes celles et ceux qui nous suivent et qui aspirent toujours à la dignité, à la liberté et à la justice.
La liberté et la justice, des mots importants encore ce soir dans le cadre de nos questions et nos réflexions. Avec nous, donc, il est là, Boukhalifa Ben Maamar, journaliste, militant politique, membre de Riposte International. Merci d'être là, Boukhalifa Ben Maamar. Bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Donc nous rappelons quand même que on intervient assez régulièrement. Cela traduit aussi notre engagement en faveur de la démocratie et de la démocratisation institutionnelle en Algérie. Voilà, bien le bonsoir à tous vos invités qui, me dit-on, sont quand même de plus en plus nombreux. Merci infiniment, merci effectivement, on ne vous remerciera jamais. En tout cas, le peuple algérien, on a des retours, sachez-le, hein, et vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages en nous remerciant, mais à notre humble niveau. Voilà, nous tentons juste d'être une passerelle en donnant la parole aux invités, en évoquant aussi des questions qui nous semblent importantes pour le quotidien de nos frères et sœurs algériens et algériennes au pays. Et bien justement, première question, docteur Mohamed Lamine Chebane, on va évoquer bien évidemment le budget en général de la nation, de l'État. On va parler de ce budget important aussi alloué à la défense. Mais d'abord, le climat en Algérie, le quotidien des Algériens, c'est une Algérie. On parlait la semaine dernière de ce 1er novembre 54. Je vous recevais le 5 juillet dernier pour cette grande journée en 62. Vous parliez d'un pays qui encore aujourd'hui, a des difficultés au quotidien, la santé, peu d'espoir autour de la jeunesse. Quelques mots peut-être pour nous dire, voilà, l'ambiance, la température un peu qui règne dans le quotidien des Algériens aujourd'hui. Un quotidien très difficile, mon ami Chaban. Le citoyen algérien, il est là, il ne sait plus comment affronter la cherté de la vie, la pénurie de certains produits alimentaires, de produits médicamenteux, la limitation de l'importation. Tout est au ralenti. Réellement, il faut vraiment venir et voir. Tout le monde se plaint de cette situation qui n'est pas vraiment heureuse, qui n'est pas radieuse du tout. Et là, justement, je ne sais pas ce qu'on attend de ce régime, qu'ils prennent enfin vraiment là, prennent les cornes du taureau et réellement et comment lancer une économie qui traîne, une économie vraiment, nous vivons dans l'informel. C'est vraiment difficile, mon ami Chaban. Réellement, c'est vraiment difficile. Venez, posez des questions à la population. Et la plupart, ils sont malheureux. Ils sont réellement malheureux. Allez venir toujours, c'est toujours le même problème. Hein, c'est venir faire la chaîne pour le lait, venir faire la chaîne pour plusieurs choses. C'est pas gai pour un pays qui possède des richesses très importantes, mais un pays qui n'est pas riche en réalité. C'est un pays qui vit du pétrole, c'est tout. Voilà la situation. Elle est vraiment alarmante. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chaban. Merci pour ces quelques mots d'ouverture, toujours effectivement aussi douloureux, mais il est important, voilà, d'évoquer notamment d'avoir cet aspect. Vous êtes médecin, militant politique de longue date, citoyen algérien. Lorsque vous entendez d'un point de vue général, on va se poser des questions précises ce soir, les priorités des Algériens. Vous en parliez il y a quelques instants, mais lorsque vous entendez encore cette année un projet avec un budget aussi important alloué à la défense, ça vous évoque quoi? Et encore ce soir, bien évidemment, il n'est pas question de dire que tel ou tel pays ne doit pas avoir une défense importante et qu'un peuple ne soit pas protégé, mais c'est vraiment de savoir pourquoi depuis 2019, 2020, 2021, depuis des années, à chaque fois, ce sont des budgets assez importants. Une réaction comme ça à chaud sur ce budget. Oui, mon ami Chaban, écoutez, depuis 62, depuis le renversement du pouvoir du régime légitime issu du gouvernement provisoire de la République algérienne, Monsieur Farhat Abbas, Monsieur Ben Khadda, Allah yarhamou. Depuis le renversement, ça a été donc un coup d'État militaire. Au départ, il y avait Ben Bella le civil, mais enfin c'était les militaires, c'était les colonels.
à leur tête le colonel Boumediene, d'ailleurs rapidement renversé, Ben Bella, et depuis ce jour-là, depuis 65, eux ils disent le redressement historique, le sursaut révolutionnaire, et bon, nous on dit c'était le coup d'État classique d'un pouvoir d'un pouvoir militaire qui a pris les rênes du pouvoir depuis 65 jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez, il y avait juste après la mort de Boumediene, c'était le colonel Chadli. Après le colonel Chadli, c'était donc il y avait le renversement par des militaires en 92 sur le choix des populaires. Et puis bon, il y avait juste après Zerouel, rappelez-vous, et puis le colonel Kefi, et de là à Bouteflika, qui était une façade, ils avaient besoin de quelqu'un, d'un historique, en l'occurrence Bouteflika, et puis il a fait ce qu'il voulait, il a dit c'est moi l'Algérie. Et puis rapidement, donc voilà où nous nous trouvons en ce moment. Il y a eu Boudiaf qui a été assassiné rapidement parce qu'il voulait combattre tout ce qui était la corruption. En 6 mois, on n'a pas toléré sa manière de gérer le pays. Et depuis, avec Boutef, bon, ça allait bien, tout est bien, Madame la Marquise. Et donc, il n'y a pas lieu de s'étonner. C'est un pouvoir militaire qui gère le pays. Et donc, permettez-moi de vous rappeler la fameuse phrase de Abdel Ramdan, Allah yarhamou, le chef historique qui a organisé le congrès de la Soma, mais qui malheureusement rapidement assassiné par ses pairs, par ses propres frères à Oujda. Et il disait donc au congrès de la Soma la primauté du civil sur le militaire. Et puis la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. On espère, au moins, si on respecte ces historiques, qu'on applique un petit peu ce que disaient ces historiques. Et la primauté du civil sur le militaire, c'est le civil qui dirige le pays, non pas le militaire, avec tout le respect que nous avons pour la défense nationale. Et puis la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, arrêtant le train de vie réellement, le train de vie des ambassades, des consulats, le train de vie, il faut vraiment diminuer tout cet argent qui sort comme ça. L'Algérie, c'est une société en faillite. Réellement, les privilèges réservés à tout ce beau monde, vraiment. La résidence du... Est-ce que vous savez que la résidence du Club Départ, il y a quelques années, son budget était plus important que l'organisme scientifique national pour la recherche. C'est incroyable, ce que nous gaspillons comme argent. D'ailleurs, on a été classé en 2012 parmi les plus grands gaspilleurs au monde, l'Algérie. Donc le modèle économique réellement basé sur l'exploitation seulement des hydrocarbures ne va pas durer. Nous craignons d'avoir un Venezuela bis. Il faut créer de la richesse, il faut créer du travail, ne pas acheter la paix sociale. Et nous sommes là à une année des élections présidentielles. Pas de populisme. Il faut vraiment une augmentation. L'augmentation des salaires sans richesse réellement derrière, elle mène à rien. La planche à billets, mais c'est pas possible. Vraiment, c'est douloureux. Écoutez, Albert Einstein disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Voilà. On répète les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Boukhalifa Ben Maamar, une question effectivement qui se pose, je le disais tout à l'heure, lorsque un pouvoir arrive au pouvoir à diriger le pays, en général, il met des priorités et c'est là où il est amené à dispatcher, à organiser son budget. Quand on voit en Algérie, d'année en année, avec la situation que l'on connaît, mais qu'évoquait encore il y a quelques secondes le docteur Mohamed Lamine Chibane, quand on voit ce budget alloué à la défense nationale, avec des questions qui fâchent qu'on va se poser dans quelques instants, mais est-ce que derrière, c'est pas la signature d'un pouvoir où la priorité, c'est le tout sécuritaire, le militaire, c'est vraiment la priorité du pouvoir algérien, c'est la signature de cette somme encore importante cette année?
Alors, moi, je dirais que dans un contexte démocratique et un contexte de transparence, un pays comme la France qui fait quatre fois moins la superficie de l'Algérie, avec peut-être 10 ou 15 millions de personnes en plus, est à pratiquement 47, quelques milliards de dollars de budget hors pension alloué aux armées, comme ils disent. Donc je dirais qu'un budget comme celui-là, dans un contexte démocratique et de transparence pour un pays comme l'Algérie, qui est dans une configuration géostratégique qui est assez tendue et avec les frontières que l'on connaît et les besoins d'une option d'évolution et de développement des infrastructures militaires, oui, ça peut se comprendre. Sauf que là, comme vous l'avez suggéré dans votre question, ça reste une priorité, certes, quel que soit le contexte d'une part et d'autre part, mais quand on regarde la situation algérienne, c'est vrai que ce montant-là est assez faramineux. Ramené sur les 10 ou 20 dernières années, on voit que la société n'a pas bénéficié d'infrastructures. On n'a pas eu des universités ou des pôles d'excellence universitaire dignes de ce nom-là. Ce qui est en train de se passer, c'est que votre invité a bien fait de le remarquer que le pays s'appauvrit, mais il s'appauvrit de sa substance humaine, de sa substance grise. Aujourd'hui, depuis à peu près une dizaine d'années, il y a un phénomène, c'est que les nouveaux bacheliers ne restent plus sur le territoire national. Donc, dès qu'ils ont le bac en poche, c'est direction à l'étranger, les parents s'endettent, prennent des risques. Et je vais vous dire, il y a un fait nouveau depuis 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, ils n'attendent même pas d'avoir le bac. Donc, si les enfants qui sont scolarisés dans des lycées arrivent à sortir et s'inscrire et continuer leurs études à l'étranger, ils le font. Regardez le dernier coup de tournevis qu'ils ont trouvé, c'était de fermer les écoles privées. Voilà. Donc, c'est un choix qui renseigne aussi sur des options. Comment vous disiez, oui. Je vous écoute. Juste une petite question. Comment justement vous expliquez à la fois qu'on est un pouvoir qui met des priorités au niveau de l'armement, de la défense, de la sécurité, alors qu'il y a toute une jeunesse et toute une famille algérienne, et on pourrait l'évoquer dans plusieurs secteurs, de l'environnement à la culture, au théâtre, à l'éducation, à la santé. Le docteur nous en dira quelques mots dans quelques instants. Mais comment vous expliquez que d'un côté, on a quand même un pouvoir qui met le citoyen au cœur de la justice, encore c'est le cas aujourd'hui, qui met le cœur du citoyen dans l'information, notamment Abdelmadjid Tebboune qui parle de cette Algérie nouvelle, mais chaque année effectivement il y a quelque part ces orientations qui ne portent en rien en positif et en développement avec le pays. Tout simplement, c'est la nature du régime et du système qu'il y a lieu de considérer. C'est-à-dire que c'est un régime typiquement oligarchique. Donc, quand ils construisent des infrastructures, c'est pour eux. Pratiquement tout leur est permis. Donc, leur progéniture, donc ont la possibilité de faire des études dans les meilleures écoles du monde aux frais du pays, contrairement aux enfants du peuple. Reste pour eux, donc quand ils s'évertuent tout en tebu à nous dire que nous avons le plus grand système de santé, Manzouma Sahia, qui dépasse celle des pays de l'Europe avec des standards dont on connaît, alors que eux, pour un petit rhume, donc vous les avez qui se déplacent et qui prennent leur jet et ils arrivent pour se faire soigner dans les coûteuses et les plus chères des cliniques allemandes ou suisses, avec tout cela. Donc, de toute façon, les priorités de l'Algérie, réelles et profondes, ne sont pas les leurs. Ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, quand ils allouent, si on cherche très profondément le budget de l'armée, comment est-ce qu'il est dépensé, comment est-ce qu'il est compartimenté, donc on se rend compte aussi que c'est les meilleurs canaux ou les plus faciles aujourd'hui de tirer profit de cette partie qui est à l'ombre, qui est complètement cachée, qui échappe au radar et de tous
les contrôles, si toutefois il y a contrôle réellement. Donc c'est comme on dit, c'est les veines et c'est les canaux qui irriguent toute cette mécanique de corruption. Aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens responsables, on considère que réellement la configuration géopolitique et géographique même de l'Algérie nous impose d'avoir des infrastructures militaires à même de soutenir ce grand pays. Nous n'avons pas, nous, je parle de nous, en tant que les militants et les citoyens, nous n'avons pas des volontés d'annexion, nous ne sommes pas des bellicistes, mais il faudrait quand même que l'Algérie puisse être à la hauteur des défis qui sont les siens. Mais pour revenir à la question fondamentale, les options du régime ne sont pas celles des options du peuple. Donc construire des infrastructures qui pourraient bénéficier au peuple, d'une part, d'autre part, des infrastructures médicales, des infrastructures universitaires. Chose qui est importante, c'est l'investissement de l'avenir, c'est l'instruction et la santé. Ça, c'est les deux piliers fondamentaux d'une société qui se respecte. Et en plus, c'est des missions qui incombent à l'État. Ce n'est pas le secteur privé, entre parenthèses, qui va faire ça, ou le secteur, je ne sais pas par quelle magie ça pourrait se faire. Mais comme je vous ai dit, dans un contexte démocratique et de transparence, ce chiffre-là n'est pas comparé... particulièrement exorbitant. Mais dans tout à fait. Mais voilà, mais dans le contexte actuel où vous avez les seules rentes de l'Algérie, elles viennent du pétrole, c'est dramatique ce qui se passe. C'est dramatique. L'Égypte qui n'a ni pétrole ni gaz, durant l'ensemble des mandats de Bouteflika, ont construit l'un des plus grands hôpitaux d'Afrique. Il faut dire avec quel fonds, avec tout ce que vous voulez, mais ça a été fait. Le résultat, il est là. Bien sûr, ça reste un pays... voilà. Même si ça reste une oligarchie, ça profitera toujours aux oligarques, mais de toute façon, les contextes démocratiques ne sauraient... C'est une question de temps. Ils sont inévitables et ils sont inexorables. Ils finiront par s'y installer. Que ces infrastructures soient là, peut-être qu'à ce moment-là, on en profitera. Mais pour l'instant, ce régime-là, même s'il s'en va, il ne laissera aucune infrastructure qui pourra quand même lui permettre qu'on lui trouve des circonstances atténuantes. Je reviens à vous, Khalfa Ben Mahamar. Docteur Mohamed Lamine Chebane, bon, effectivement, on le dit, entre guillemets, dans un contexte normal, avec une démocratie, avec un pays où le peuple vit normalement, c'est un budget qui pourrait se comprendre. En l'occurrence, on se pose des questions ce soir, notamment peut-être, est-ce que vous avez peut-être des éléments à nous dire? Je sais que vous êtes médecin, vous faites le bien chaque jour, peut-être un rapport entre les autres départements ou les autres secteurs, notamment de l'éducation, de la santé. Et dans un deuxième temps, j'aimerais aussi peut-être avoir votre avis sur effectivement la transparence, puisque chaque année, on dit aux Algériens, c'est 20 milliards, 22 milliards, peut-être que l'année prochaine, on va s'attendre à 25 milliards, mais il n'y a pas de transparence. L'Assemblée ne fait il n'y a aucun audit de l'Assemblée, aucune question, aucun droit de regard. Il y a une sorte d'immunité, notamment sur le secteur de la défense. Je rappelle aussi une immunité qui est imposée par le pouvoir encore dernièrement autour des grèves. Il y a des secteurs, plusieurs secteurs, la quasi-totalité d'ailleurs des secteurs sont classés sensibles et sont quasiment interdits de grève. Docteur. Sauf si Chahben, Saint-Augustin disait les royaumes sans la justice ne sont que des entreprises de brigandage. Donc, si vraiment on veut développer notre pays, on doit commencer d'abord par donner libérer la justice. Et en plus, en parlant d'armement, est-ce que vous savez qu'en 2021, selon l'Institut pour l'économie et la paix, basé à Sydney, l'Algérie consacrait 7% de son PIB pour l'armement. Il y a plus que les Émirats arabes unis. Eux qui se trouvent, les Émirats, qui sont là, qui dépensent des armes contre les Houthiyines au Yémen et le péril iranien, chiite, mais nous, alhamdoulilah, il n'y a pas lieu de dire. Est-ce que vous savez que les dépenses militaires
nous consacrons pour l'importation d'armes autant que la Turquie et le Pakistan. علاش ما يروحش la santé هذه؟ علاش ما يروحش l'éducation? Quand on voit que la Malaisie, celle qui justement applique la doctrine de feu le philosophe algérien Malik Ben Nabi, on vient de perdre il y a quelques jours, enfin la commémoration de son 50e anniversaire de son décès, la Malaisie, elle consacrait pour son budget d'éducation et de la santé 3 fois plus que la défense. Le Koual. هذه القوة الضاربة، قوة ضاربة. Prenons l'exemple de la Malaisie. Chauffe combien il consacre pour l'éducation et la santé, ou chauffe qu'est-ce qu'il consacre pour la défense. Donc là, il faut vraiment réfléchir. Et puis là, en parlant justement, vous m'avez parlé de cette assemblée, moi je lance un appel. De transparence, oui. Je lance un appel à ces députés, Anis, sincèrement, si vous vraiment vous aimez votre pays, ayez un esprit critique. Ayez un esprit critique. Ne vous soumettez pas, Anis, ne soyez pas plat-ventriste. Ne levez pas la main à chaque fois comme ça. Dites la vérité. Dites la vérité. C'est dans l'intérêt du pays. Et donc, comme le disait, je me rappelle les années 70, dans l'article du journal Le Monde, Paul Balta, qui était le correspondant en Algérie, en parlant de cette assemblée nationale du temps de Boumediene, il disait une assemblée nationale beaucoup plus populaire que démocratique. Donc, au moins, ayez au moins le courage de dire basta, cessant de dépenser beaucoup d'argent dans l'armement. Est-ce qu'on a des éléments, est-ce que les Algériens et les Algériennes, le citoyen, est-ce qu'on a des éléments un peu sur ce que possède l'Algérie? C'est très difficile à trouver, on tente de faire des recherches, et encore une fois, je leur dis ce soir, on tente aussi d'inviter, bien sûr, toutes les parties concernées, mais à chaque fois, bien évidemment, on essuie des refus, hein, parce qu'il est toujours bien d'avoir tous les différents sons de cloche. Mais est-ce qu'on a des éléments, docteur, un peu, voilà, un droit de regard, de savoir ce qui a été acheté, ce qui a été utilisé, ce qui est en stock, pourquoi est-ce que cette année on a besoin de réinvestir de l'argent, où va cet argent, est-ce qu'il y a une pseudo-cour des comptes, est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées comme ça en Algérie, où à un moment donné, le ministre de la Défense particulier, mais en tout cas les responsables de l'armement, le chef d'état-major, enfin peu importe, est amené vraiment à répondre de certaines questions en disant voilà, sur ces 22 milliards en 2023, nous avons acheté, nous avons utilisé, voilà ce qu'il nous reste, voilà. Est-ce qu'il y a ces éléments-là, ou est-ce que c'est vraiment statu quo et chacun, enfin le pouvoir fait ce qu'il veut avec cet argent et le peuple ne sait pas où va son argent, car c'est son argent. Absolument, c'est son argent. Et malheureusement, il n'a aucun droit de regard. Et vous pouvez encore attendre pour avoir cette réponse. Nadal encore, on espère. Un jour peut-être viendra où on pourrait éventuellement discuter du budget de la défense et réellement savoir cet argent, l'importation d'armes, comment ils vont, comment ça se fait. Là, c'est vraiment délicat et on ne peut pas connaître grand-chose sur ça. Là, évitez cette question, s'il vous plaît, Monsieur Chaben, parce que vraiment, ça ne va pas mener loin pour ces citoyens qui n'ont peut-être certains n'ont pas besoin de savoir. Pour eux, ils sont toujours focalisés sur pour comment boire. Est-ce que vous savez qu'en Algérie, je vous mets en défi si vous trouvez un Algérien consommer de l'eau de robinet. Tous les Algériens, sans exception. Ils achètent. Il y a un business des citernes. Absolument. Bien sûr. Donc, on en est conscient et on le sait. Oui. Vous voyez où en est la situation. Et donc, moi, je pense que c'est une question à ne pas poser réellement. Personne ne va me donner la réponse. Oui, c'est vrai que dans la priorité, on le disait d'ailleurs avec les équipes cet après-midi, c'est sûr que dans les priorités, les Algériens ne se préoccupent pas. Leur priorité, c'est pas le budget de la défense, mais c'est surtout
dans la transparence, encore une fois, vraiment, vous parliez de cette Assemblée nationale qui souvent lève la main. On n'entend jamais de critiques dans cette belle Algérie, et c'est dommage. Je reviens à vous, Boukhalifa Ben Maamar, peut-être une question. Dernièrement, on parlait de ce budget militaire, de cette sécurité. L'Algérie n'est pas en guerre, hein, c'est plutôt même un peuple qui est plutôt même bien sécurisé, en tout cas à l'intérieur. On voyait le Khabar mardi dernier refaire une nouvelle sortie, de nouvelles accusations sur les Émirats. Est-ce que derrière ça, c'est pas encore une fois une manière d'instrumentaliser cette sorte d'ennemi étranger qui peut-être n'existe pas vraiment, mais on dit aux Algériens, voilà, il y a de l'ennemi étranger, on vous en parle, on met de l'argent dans l'armement. Enfin, vous voyez, un peu sans spéculer, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ça aussi une sorte d'instrumentalisation, de scénarisation du pouvoir pour faire passer, encore une fois, cette année de telles sommes pour la défense, qui est logiquement l'ennemi extérieur, hein. L'armée, c'est protéger le peuple de l'ennemi extérieur. Alors, juste pour rappel, donc vous avez un certain nombre d'organes de presse, notamment le Khabar, ça fait depuis un moment qu'ils ont rompu avec l'éthique journalistique. Donc, ils sont devenus des organes centraux du régime. Et accessoirement, c'est eux qui lancent les balles en sonde, c'est eux qui précèdent un peu par ces reportages, par ces formules choc, espérant faire avaler des couleuvres aux citoyennes et aux citoyens algériens. Donc des saillies de cette nature, donc on en voit tous les jours, on en voit régulièrement. Par rapport aux Émirats, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est de braquer un peu, comme vous l'avez souligné, la formule elle est quand même assez usitée, tellement usitée qu'elle ne produit plus d'effet, elle produit même un contre-effet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les Algériens finissent par se poser les bonnes questions. C'est comme un contre-effet, ils se posent les bonnes questions. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est de voir comment se développent les relations et les partenariats entre ces pays-là, parce qu'il n'y a pas que les Émirats, hein. Donc il faudra aussi qu'on redéfinisse quelles sont les relations qu'entretient l'Algérie avec l'Arabie Saoudite, quelles sont les relations qu'elle entretient avec le Qatar, et quelles sont les relations qu'elle entretient avec toutes les monarchies du Golfe, et dans quelle mesure ceux-là ou ceux-ci constituent des partenaires au sens économique et politique du terme. Et quel est le rôle auquel l'Algérie, entre parenthèses, avec ce régime, aspire à jouer dans les conflits géopolitiques locaux. Donc ça, c'est l'une des clés de décryptage. Mais on en est très loin. On en est très très loin aujourd'hui quand on se pose ces questions. Donc, pour revenir, des saillies journalistiques comme celle-là font pchit assez vite, parce qu'on voit tout de suite à quoi elles riment. Il n'y a rien d'en dessous, il n'y a pas de des saillies journalistiques, mais peut-être orchestrées par le pouvoir, parce que c'est un peu étonnant. Enfin, on a évoqué cette question à plusieurs reprises, mais avoir de telles accusations dans de tels médias et que le pouvoir cette fois-ci ne réagit pas. Donc voilà, c'est vrai qu'on se pose aussi cette question ce soir. À mon avis, enfin à mon sens, voilà, si cette information est passée comme ça sans que personne en parle politiquement, elle a certainement été orchestrée ou ordonnée même par le pouvoir, même limite peut-être le corps militaire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez toujours des cellules de veille qui n'autorisent pas ce genre de saillie. Donc, le journal en question, s'il n'avait pas eu de feu vert, et même, je dirais encore plus loin, c'est quelque chose qui le dépasse de très loin, donc ça a dû lui être suggéré. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la position spécifique du journal Khabar. C'est l'un des journaux qui écrit en langue arabe et qui, à un moment donné, comme était le journal qui avait le plus fort tirage, qui était le plus important. Donc, pensant qu'il jouit encore d'une quelconque estime et d'une possibilité d'influence dans la société, c'est un leurre encore
Bon, il doit rester encore quelques poches, mais je ne pense pas. Mais le fond de la question, le fond de la question, c'est aussi l'instrumentalisation. Ça fait partie de l'instrumentalisation du champ médiatique qui est verrouillé, où il n'y a pas d'expression libre, parce qu'en réalité, l'éthique journaliste voudrait que ce soit un dossier et pas uniquement un titre. Vous vous souvenez, donc quand il y a eu la dernière saillie, comme on était dans un cauchemar fumant et buvant du thé, on est encore réveillé. Mais les choses qui ont été avancées étaient tellement énormes qu'elles ne pouvaient pas passer. On peut s'attendre en 2024 encore dans les semaines et les mois à venir à ce genre d'informations qu'on essaye de transmettre aux Algériens. Encore une fois, ça peut être une information, mais qui derrière n'est pas décryptée par le pouvoir politique, par des débats publics, par des médias, parce que ça pourrait être peut-être une réalité, mais en tout cas, ce sont des informations comme ça qui sont balancées. Est-ce que l'Algérien, notamment peut-être le peuple algérien, peut-être pour que le pouvoir puisse faire passer, cautionner notamment encore une fois ce budget au niveau de la défense de l'armée, de l'extérieur, proposer, imaginer, orchestrer, instrumentaliser comme ça d'autres mains étrangères, par exemple? Alors, l'année prochaine, ce sera l'année de tous les défis pour le régime, parce qu'il y a les élections présidentielles, mais aussi pour les dynamiques citoyennes. Les dynamiques citoyennes qui, au lendemain du Hirak, de toute façon, doivent reprendre les collectifs, les organisations, ceux qui aspirent à instaurer la démocratie en Algérie doivent se saisir de ces questions au travers de médias alternatifs. On arrive à le faire sur votre plateau et sur quelques autres plateaux, mais il faudrait aussi qu'il y ait ce qu'on appelle du média alternatif aujourd'hui. La déconstruction de la rhétorique du régime qui ne saurait quand même se pointer à l'horizon puisqu'on est pas loin de la fin de l'année et l'année prochaine. Donc on aura droit au numéro des saltimbanques et des magiciens qui vont nous sortir des plein de lapins de leur chapeau, parce que l'année prochaine il faudra vendre les élections, il faudra vendre des lièvres, il faudra vendre énormément de choses et ce à quoi il faudra qu'on soit vraiment organisé, qu'il faut être paré et déconstruire tout ça. Et je pense que la guerre médiatico intox que vont se livrer les oligarques à l'encontre des militants, des citoyens militants, des organisations politiques, qui restent encore vaillantes et qui soutiennent le projet de démocratisation en Algérie, il va y avoir beaucoup de tentatives de déstabilisation, pas uniquement des unes comme celle-là concernant l'instrumentalisation de la main étrangère. N'oublions pas que le 87 bis en Algérie suffit à lui-même, quand même, comme pour vous définir comme étant potentiellement quelqu'un qui œuvre entre parenthèses ou entre guillemets contre le pays, contre sa souveraineté, contre ses institutions. Merci. Restez avec nous, Boukhalifa Ben Mammar. Docteur Mohamed Lamine Chibane, peut-être aussi une réaction là-dessus. C'est aussi peut-être que, en tant que militant politique, analyste politique, c'est peut-être aussi une certaine manière, parce que à ce qu'on peut en croire et en voir, et heureusement, l'Algérie aujourd'hui n'est pas en guerre. Bon, c'est un pays qui, malheureusement, de par sa diplomatie qui est instable, qui navigue à vue, qui n'a peut-être pas réellement de stratégie diplomatique en tant que telle, se crée pas mal d'ennemis aujourd'hui, mais on entend tout de même un pouvoir des autorités qui parlent souvent de cette main étrangère, d'ennemis, de relations conflictuelles avec certains États. C'est aussi une manière d'expliquer un peu ces budgets colossaux dont on parle ce soir, qui, on l'a compris malheureusement, n'apportent pas grand-chose au peuple. Absolument, ils n'ont pas apporté grand-chose au peuple. Est-ce que vous savez que, selon le site Schengen Info, entre 2017 et 2022, les Algériens ont perdu tout espoir dans ce pays. Entre 2017 et 2022, plus de 2 millions d'Algériens voulaient partir en France. Est-ce que vous savez que l'année passée, nous étions classés parmi les premiers au monde
pour le dépôt de visa pour à peu près en 2022, l'année passée, 240 000 dépôts de visa. En comparant aux Marocains, ils étaient à 161 000 dépôts de visa. Donc, beaucoup d'Algériens veulent partir. Ils ont perdu tout espoir. Et justement, comme vous l'avez si bien dit, toujours il faudrait qu'il y ait le terrorisme résiduel. Je disais déjà Ouyahi à l'époque, il fallait qu'il y ait un terrorisme pour expliquer, voilà, vous n'avez pas à chercher grand-chose, pas de transparence, nous naviguons tout seuls, vous n'avez qu'à dire oui, Madame la Marquise. Les dépenses publiques, réellement, nous avons des dépenses très importantes. Ces dépenses, ils vont dans le fonctionnement et pas dans la production. Comment vous allez gérer un pays comme ça? Comme l'a si bien dit aussi votre invité, Stephen Mohamed, nous sommes à une année des élections, donc il faut encore côté un petit peu soulager une population, mais est-ce qu'avec une augmentation des salaires de 1%, est-ce que vous allez équilibrer une inflation qui avoisine les 10%? Le pays, malheureusement, continue à demeurer dans un sous-développement. Qu'est-ce qui bloque, selon vous? On en parle parce qu'il est présent, Abdelmadjid Tebboune, il est en place, il est au pouvoir, il est depuis 2019, il parle de cette nouvelle Algérie. Alors il y a une tentative, ce sont nos analyses, mais une petite sortie à Djelfa avec quelques dizaines de sympathisants qui étaient réunis là. D'ailleurs, il était aussi accompagné de son chef d'état-major, donc ça peut aussi ça en dit long un peu sur ce système où le chef d'État politique est aux côtés du chef d'état-major. Mais qu'est-ce qui bloque, selon vous, que d'année en année, effectivement, les choses stagnent, que les responsables eux-mêmes se soignent à l'étranger, les généraux, les ministres, le président Tebboune se soignent à l'étranger, qui manque problème d'éducation, d'école, la santé? Vous pourriez aussi l'état de la santé aujourd'hui, je pense qu'il manque énormément d'infrastructures. Qu'est-ce qui bloque avec ce pouvoir? D'un côté, on dit des mots, ils disent des mots, des choses précises, une nouvelle Algérie, voilà, un pays qui avance et qui est en train de toucher l'excellence. Et d'un côté, il y a un tableau noir dont les Algériens sont face à lui chaque jour. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, en Algérie pour pas que réellement les choses se font? Qu'est-ce qui bloque? Il faudrait qu'il y ait une véritable démocratie. Il faudrait qu'il y ait des médias libres étrangers. Ces médias, justement, comme l'a dit Ben Mohamed, des médias crédibles. C'est fini. Un journaliste écrivait en parlant de l'Ouatan, il est passé de la référence à la révérence. Ben Mohamed a quitté le khabar, yani. Mais il faudrait qu'il y ait quand même des médias, il faudrait qu'il y ait justice indépendante. Il faudrait qu'il y ait une véritable démocratie, des élections propres. Ce jour-là, on verra peut-être le jour. Autrement, comme ça, je ne vois pas d'issue. Voilà, je vous ai donné un chiffre macabre, un chiffre désolant. Il y a des Algériens qui sont les premiers à partir, à vouloir quitter ce pays, sans oublier les médecins que nous avons qui sont partis, et qui vont encore partir, et qui cherchent à partir, sans oublier les haragas, mais dont tous là. Si vraiment on veut vraiment le bien du pays, Ahmed Ben Bella, le président de la République algérienne, Allah yarhamou, disait un jour, si on arrivait à récupérer l'argent volé, l'argent placé dans les banques suisses, dans les banques françaises, dans les Émirats arabes unis, si on arrivait à récupérer tout cet argent, Wallahi, on aurait réglé le problème du pays. Donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait un courage politique, il faudrait qu'il y ait vraiment des incorruptibles, il faudrait qu'il y ait... pour avoir Omar ibn Abdul Aziz, il faut encore attendre. Alors, Omar Abdul Aziz, pour l'anecdote, quand il y a un wali est venu le voir, alors que c'était le règne de Omar ibn Abdul Aziz, c'était de l'Orient jusqu'à Tanger. Il avait
partout, tous ces pays étaient sous sa coupe. Et bien, quand il est venu, l'émir, un wali, lui rendre visite pour lui faire un rapport d'une wilaya, et donc, en parlant de tout ce qui était dans le commun, qui concernait le devenir de ces populations, il y avait la lumière, il y avait donc les bougies qui étaient allumées. Et puis, juste après avoir terminé la conversation concernant le commun, le wali avait posé une question à Omar ibn Abdulaziz. Il lui a dit comment va ta famille, comment vont les enfants, comment vas-tu, ta santé. Il a éteint les bougies. Alors il a été stupéfait. Le wali lui a dit mais Amir, لماذا طفيت يعني الشمعة لماذا? Il lui a dit lorsque tu me parlais de tout ce qui était dans l'intérêt du commun, dans l'intérêt des peuples, la bougie, elle est là, elle est allumée pour cela. Mais maintenant que tu me parles d'une affaire personnelle, la bougie n'a plus raison d'être allumée. Il faut encore attendre pour avoir des émirs pareils. Et donc là, mon ami Chaaben, je pense qu'il faudrait encore diminuer les dépenses des ambassades, les dépenses des ministères, des consulats, limiter les ambassades. On peut encore gagner beaucoup d'argent. Gagner beaucoup d'argent. Et le but aussi, c'est, encore ce soir on le dit, c'est de mettre ça en parallèle avec les autres secteurs qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'être développés, qui ont certainement juste besoin qu'on s'en préoccupe parce que le pouvoir réellement met en ligne de priorité, en ligne de mire l'éducation, la santé, la culture, enfin le développement de toute une jeunesse, toute une famille. D'ailleurs, on le sait, il y a énormément de personnes qui d'ailleurs ont énormément d'argent mais qui quittent l'Algérie parce qu'elles n'ont pas cet environnement. Un mot sur la santé, un secteur que vous connaissez, la santé aujourd'hui en Algérie. Est-ce que le pouvoir met des priorités? Est-ce que les budgets avancent tout de même? Bon, on a cet exemple des chefs de l'État qui se soignent à l'étranger, ça veut tout dire, mais vous pourriez nous donner quelques éléments peut-être? Tout à fait. Mais écoutez, le système de la santé en Algérie, le système public, je ne vois pas qu'il y ait un avenir pour lui. Parce que la plupart des médecins, je vous le dis, la plupart des médecins qui exercent dans le public veulent quitter le public pour aller dans le privé. Et parce qu'ils trouvent que quand même... Est-ce que vous savez qu'un prisonnier en Finlande, il touche l'équivalent, en prison, il touche l'équivalent de la paye d'un médecin généraliste. C'est incroyable. Donner une paye dérisoire à un médecin généraliste qui fait des gardes et qui est... Non, mais alors la plupart des médecins du secteur public veulent quitter pour aller... Et là, les hôpitaux vont être vides. Ils vont être vides. Parce que je vous parle en ce moment de Ain Melida. Nous avons un hôpital qui devait ouvrir le 5 juillet. Parce que nous avons le 5 juillet, le 1er novembre, oui. Comme ça. Oui, voilà. Alors, on n'est pas du tout rationnel, on n'est pas du tout pragmatique. 5 juillet, il faudrait qu'il y ait cet hôpital. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre, août, septembre, 4 شهور. مازال ما حدش. Venez le voir. مازال ما حدش. ومازال يطول. Problème, de trucs, de groupes électrogènes, non programmés, tout. Enfin, il y a toujours la mauvaise gestion. Quand il y a une mauvaise gestion, quand il n'y a pas de médias qui surveillent, quand il n'y a pas de presse libre, quand il n'y a pas de radio libre qui parle, on laisse faire. Et là on ne peut pas avancer, réellement, on ne peut pas avancer. Quand il y a la roue libre. Absolument. Écoutez, en ce moment, nous assistons depuis quelques années. Les citoyens algériens n'arrivent plus à payer les interventions, les opérations pour leurs proches. Alors regardez, vous allez voir, dans tout le pays, c'est des quêtes. Ils font des quêtes en route, dans les quartiers, pour leurs proches. Bien sûr, et sur Internet énormément aussi. Parce que l'hôpital n'arrive pas, et il est dépassé. Le privé, ça coûte très cher. Et ça c'est des slogans creux, c'est vraiment, on est toujours dans ces slogans. Merci docteur.
Merci, cher docteur Mohamed Lamine Chibane. Boukhalifa Ben Maamar, le mot de la fin pour vous. En quelques petites minutes, on va devoir rendre l'antenne, un peu peut-être vos espoirs. Voilà, comment vous voyez les choses aussi. C'est dans un contexte particulier où le monde bouge. Aujourd'hui, les peuples tentent de se réveiller coûte que coûte. En tout cas, il y avait d'ailleurs une marche aujourd'hui aussi. Voilà, la République était mobilisée. Pas en nombre comme avant, certes, mais présent. Voilà, le mot de la fin, peut-être le peuple qui changera aussi les choses. Oui, c'est-à-dire qu'il faudra toujours garder son indignation intacte. Donc, il faudra toujours quand même revendiquer aussi la libération des otages, c'est-à-dire les détenus d'opinion. Revendiquer aussi que le harcèlement judiciaire cesse contre les citoyens militants, que la veille citoyenne, comme vient de le dire votre invité, le médecin qui connaît quand même la triste réalité de ce secteur. La veille citoyenne nous permet aussi d'être informés, puisqu'il n'y a plus de médias qui enquêtent ou qui nous informent, mais c'est la veille citoyenne. Il n'y a que les citoyens qui peuvent nous rendre compte de la situation de misère et de paupérisation dans laquelle qui est aujourd'hui, et sans la moindre réserve, qui est à mettre sur le compte du régime, puisque nous avons les possibilités aussi, mais je pense que l'une des conditions, ce sera toujours une ouverture d'une période de transition pour aller vers une démocratisation de la société. Et ce n'est pas un rêve inaccessible, ce n'est pas une chimère derrière laquelle nous courons, mais bien d'autres, des pays qui n'ont pas eu la composante humaine de notre pays, qui n'ont pas eu une histoire aussi glorieuse que notre nation. Donc il faudra maintenir la bougie de ce projet et de cette envie, et contre vents et marées, nous allons y arriver. Ça prendra un peu plus de temps, mais je pense qu'il faudra quand même y aller et se dire c'est une question de temps. Question de temps, en tout cas, vous faites partie de ces personnes qui contribuent au fait que ça avance. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat et ces réflexions à Boukhalifa Ben Maamar, membre de Riposte International. Et merci au docteur Mohamed Lamine Chibane qui est en Algérie. Merci pour votre fidèle participation. On sait que c'est pas simple en Algérie, de pouvoir librement s'exprimer aussi sur des questions qui fâchent, car vous le savez, au sein de la rédaction, on essaie vraiment de tout dire, de tout soulever et de tout comprendre. Dans quelques instants, c'est mon ami Jamel Taleb qui est aux commandes de Al Umq. Merci à l'équipe en régie, merci pour votre travail. Je vous souhaite une belle soirée, j'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain soir à la même heure, à 19h. Bonne soirée.